C'est avec grand plaisir que j'accueille autour de cette table le docteur Sophie Paul Jean-Jean. Bonjour. Bonjour docteur, avec votre micro si vous voulez bien. Pardon, bonjour Fabien. Merci d'être là. Vous allez dans quelques instants nous faire votre présentation sur un sujet d'importance et d'actualité d'ailleurs, puisque au cœur de ce prix d'Amérique, il y a eu une actualité assez dommageable, puisqu'on se passe d'un des meilleurs chevaux français, un des meilleurs trotteurs. C'est étonnant, qui a subi une crise, les ulcères au cours de l'automne, qui a un petit peu de mal à s'en remettre. Il revient, mais trop court pour participer au prix d'Amérique. Donc c'est vraiment un sujet extrêmement central et d'actualité qui concerne tous les professionnels. En tout cas, ils essayent de ne pas être trop concernés, mais qui sont toujours inquiets que ça puisse les concerner. Et on a la chance aussi d'avoir un professionnel autour de cette table très porté sur le sport. Il adore les sportifs de haut niveau et c'est pour ça qu'il est entraîneur. C'est Antoine Marion. Bonjour Antoine. Bonjour Fabien. Merci d'être là avec nous aussi autour de cette table. Et puis également un vétérinaire. J'ai un autre vétérinaire. C'est Loïc Valois. Bonjour Loïc. Bonjour Fabien. Vous allez nous apporter également vos lumières autour de ce sujet. Les ulcères, ça touche tous les chevaux ou pas, docteur? C'est ma première question. Eh bien, tout à fait. Potentiellement. Potentiellement tous les chevaux. Évidemment, plus les chevaux performeurs, les chevaux de course ou les chevaux de sport qui travaillent à des niveaux intenses de leur sport. Mais ça peut potentiellement toucher toutes les catégories de chevaux. Pour simplifier, plus on monte dans les tours, plus on est sensible aux ulcères, parce qu'on est plus sur la corde raide du sportif de haut niveau, c'est un peu ça? Exactement, les deux facteurs clés de risque sont l'entraînement et le niveau d'entraînement et l'alimentation qui sont facteurs de risque de ces ulcères. Deux périodes dans cette équirencontre. La présentation tout de suite de Sophie Jean-Paul pour nous présenter ce sujet. Et puis après, on se pose des questions, on échange tous les quatre pour mieux comprendre comment le régler, comment l'anticiper peut-être aussi, peut-être voir les premiers signes, ces fameux signaux faibles pour être à l'heure au rendez-vous et surtout le mieux traité possible pour être là au plus près de nos chevaux qu'on aime tant et dont on a besoin qu'ils soient performants. Top. On vous écoute, docteur. Merci Fabien. Donc je vous parle de ces ulcères, facteurs de contre-performance chez les chevaux de course. Et quand on parle de contre-performance, on définit cela comme une incapacité à reproduire les performances sportives au niveau attendu déjà réalisé. Donc les causes de contre-performance sont nombreuses. En numéro 1, les boiteries, les affections orthopédiques. Et puis au niveau médical, les affections respiratoires comme l'asthme ou l'hémorragie pulmonaire induite par l'exercice. Et en troisième position, ces fameux ulcères gastriques qui ont une prévalence très élevée, une fréquence très élevée. Alors, comme on disait à l'instant, quand les chevaux ne sont pas à l'entraînement intensif, on a quand même déjà une prévalence de 38 à 56%. Et par contre, plus on monte dans l'entraînement et le niveau sportif, la prévalence augmente et on peut arriver chez les trotteurs à 88% des chevaux qui peuvent être touchés par ce syndrome ulcératif. À différents stades, c'est peut-être ce que vous allez nous expliquer dans quelques instants. C'est-à-dire que, est-ce qu'on considère que parfois ça peut être un mini-ulcère qui n'a pas vraiment de conséquences? On le définit comme un ulcère ou c'est quand c'est déjà sérieux? Alors, tout à fait, on a différents grades dans les ulcères, mais par contre, on n'a pas toujours de corrélation entre les signes cliniques, la manifestation clinique et la gravité des ulcères. On a des chevaux plus sensibles que d'autres à la douleur. Oui, c'est un premier chiffre qui m'interpelle, 82%. Donc, on ne va pas dire tous pour être très scientifique. On est avec des scientifiques, il faut que je fasse attention. Mais moi, j'ai envie de dire presque tous, quoi. Oui. Oui, mais on va le voir, parce que mon premier point, c'est vraiment pourquoi le cheval de course est prédisposé aux ulcères et effectivement, le trotteur au travail cumule les facteurs de risque. Alors tout simplement parce que on prend un animal qui physiologiquement est adapté à vivre dehors et à manger 16 à 18 heures par jour. Et du fait des contraintes sportives, on le met au box et on le fait travailler, c'est son but. Mais cela induit le fait de cumuler les facteurs de risque. Donc des chevaux qui sont en exercice intense plus de 4 à 5 jours par semaine. Et on sait que l'exercice intense va réduire le flux sanguin au niveau gastrique.
Donc c'est un peu le phénomène qu'on rencontre chez les sportifs humains de haut niveau, comme les cyclistes par exemple, hein, avec des problèmes gastriques lors des efforts intenses. Les footballeurs, comme les propriétaires chez Antoine. Voilà, complètement. Voilà, mal au ventre. Donc ces chevaux sont amenés à être transportés très souvent. Évidemment, ils sont en course avec des changements d'habitude dans la régularité de leurs habitudes. Ils vivent en boxe le plus souvent, hein, on vient de le voir. Et puis, donc, le premier paquet de facteurs de risque, c'est bien l'entraînement et puis après, bien sûr, les facteurs alimentaires. Parce que comme ces chevaux sont des sportifs qui ont besoin de beaucoup d'énergie pour travailler, ils sont souvent alimentés avec des concentrés riches en amidon. Et l'amidon est un facteur de risque important. Pas toujours du foin à volonté, pas toujours un accès à l'eau quand notamment ils vont dehors, et donc des périodes de jeûne intermittent. Et enfin, dernier facteur de risque, ces chevaux peuvent être amenés à avoir des douleurs orthopédiques, donc ils pourront être soignés avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est bien connu en médecine humaine, qui peut être un facteur de risque des ulcères. Donc, qu'est-ce qu'un ulcère gastrique? Voilà, on va y venir. Donc, en fait, juste un petit rappel. Là, je vous ai remis un schéma de l'estomac du cheval. Et en fait, pour bien visualiser un estomac de cheval, il faut utiliser une technique, la gastroscopie. Hein, c'est une caméra. On regarde l'intérieur de l'estomac et on voit qu'on a deux parties. La muqueuse non glandulaire squameuse qui est au-dessus, qui a une muqueuse très très fine. Et en dessous, on a ce qu'on appelle la muqueuse glandulaire. Hein, on voit cette muqueuse rouge dans laquelle, qui baigne dans les fluides gastriques très acides. Donc cette muqueuse est protégée par une barrière de mucus et de bicarbonate, mais quand on a des trous dans la protection, c'est là qu'apparaissent les ulcères. Et au niveau de la muqueuse squameuse, elle n'est pas protégée. Donc quand ce liquide très acide vient éclabousser les parois de la muqueuse, eh ben, on a proprement parlé une brûlure de cette muqueuse squameuse. Donc des ulcères squameux à ce niveau-là et des ulcères à la sortie de l'estomac au niveau de la muqueuse glandulaire, au niveau du pylore. Voilà. Et alors, ce qui est très intéressant de savoir, c'est que contrairement à l'homme, l'estomac du cheval produit en continu toute la journée de l'acide chlorhydrique. Et alors dans la nature, cet acide chlorhydrique est neutralisé par les bicarbonates que fabrique la salive, qui sont dans la salive comme il mange tout le temps. Et quand il est en boxe, il ne mange pas tout le temps, donc on a de l'acidité. Donc on voit là, au niveau de la muqueuse glandulaire, les cellules de la paroi vont fabriquer de l'acide et c'est cet acide, vous voyez, qui va aller éclabousser la paroi squameuse et brûler cette paroi squameuse. Donc cet acide, il est fabriqué par des cellules particulières et par une pompe à protons qui fabrique cet acide qui se libère dans l'estomac. Voilà, là, vous voyez les images, hein, le liquide acide qui vient éclabousser la muqueuse et on a une brûlure de la muqueuse et ça fait mal. Voilà, donc deux muqueuses, deux syndromes, hein, au niveau de la muqueuse squameuse avec ces brûlures et au niveau de la muqueuse glandulaire avec des gros ulcères au niveau de la sortie de l'estomac, au niveau du pylore et le traitement sera un petit peu différent entre les deux syndromes. Voilà, encore une image d'un ulcère pylorique. Donc là, on comprend que ça fait mal et que le cheval ne fonctionne pas normalement et que c'est douloureux. Donc, quelles conséquences? Eh bien sûr, on a des troubles généraux et digestifs, hein, donc des chevaux qui peuvent maigrir, qui peuvent avoir un poil terne, des crottins mous, alternance crottin mou, crottin bien formé, de la diarrhée. Et ce qui est assez caractéristique, c'est l'appétit capricieux ou sélectif. Qu'est-ce que vous appelez un appétit capricieux? Eh ben, d'abord, parfois on voit qu'il a faim quand on distribue les aliments, mais on sent que le cheval répugne à manger parce que finalement il sait que ça va lui faire mal de manger. Ou alors il veut manger certains aliments et pas d'autres. D'accord. Hein. Okay.
Et puis bien sûr, hein, les coliques, notamment après les repas. Une fois qu'il a mangé, eh bien, la douleur se réveille au niveau de l'estomac. Donc ça, c'est les signes digestifs et généraux. Et puis bien sûr, cette douleur se répercute et donne des troubles comportementaux avec des chevaux qui sont nerveux, un peu d'agressivité, de l'irritabilité. Ils peuvent développer des tics, hein, comme tics à l'air pour un petit peu gérer leur stress. Les bâillements, le grincement de dents est assez caractéristique. Et on sait que dans ces histoires de douleur viscérale, on va avoir une douleur référée, une douleur projetée au niveau cutané. Donc on va avoir des chevaux qui sont très sensibles au niveau de la peau, notamment au sanglage ou au pansage, du fait de cette douleur stomacale. Antoine, au quotidien, on est auprès de nos chevaux, auprès de nos compétiteurs. On regarde tous ces signes, hein. Dès qu'il y a un truc qui tourne pas rond, on se demande, et c'est là où l'entraîneur se dit « Oula, il faut que je sois très attentif ». Mais oui, complètement. Voilà, quand on est apprenti, c'est une des premières règles qu'on nous apprend, c'est de regarder si justement notre cheval mange bien ses rations, s'il n'en laisse pas, s'il n'arrive pas des fois à certains moments à baver, à saliver un peu anormalement. Et ça, c'est des signes qui doivent nous alerter tout de suite. Et quand on devient entraîneur, on fait de l'hypologie ou pas? On passe à un test d'hypologie À l'école, oui. À l'école? C'est loin maintenant. On va jusque-là ou pas? Non, à l'époque, c'est dommage parce qu'on n'a pas eu la chance d'apprendre justement toutes ces choses-là, mais c'est aujourd'hui un des éléments qui est vraiment les plus importants. C'est bien souvent une explication de contre-performance. Alors on continue de se nourrir de votre savoir. Donc, et puis voilà, donc ce que vous venez de dire, Antoine, hein, tous ces signes et ces douleurs, finalement, sont responsables d'une certaine partie de la contre-performance ou défaut de performance avec des chevaux qui répugnent à travailler. Et alors, attention, on parle parfois d'ulcères silencieux parce que ils expriment pas facilement, pas toujours tous ces signes, et vraiment d'aller rechercher les ulcères gastriques quand on a un cheval contre-performant, c'est vraiment important. Et puis en plus, ces signes-là, Loïc, ils peuvent dire autre chose, non? Enfin, il y a des signes communs. Je suis complètement d'accord. Non seulement les signes sont peu spécifiques, mais ensuite, dans l'accompagnement du cheval athlète, très souvent, le cheval est d'abord contre-performant avant d'exprimer des signes. Et donc, le plus important, c'est de rester vigilant sur le fait qu'un cheval qui est attendu comme étant en bonne santé, qui fait une mauvaise course, il y a quelques points clés à vérifier quand on accompagne les chevaux athlètes au quotidien. Et voilà, les problèmes pulmonaires sont un peu plus fréquents que les problèmes d'ulcères. Mais derrière les problèmes pulmonaires, il ne faut jamais oublier que même si le cheval a tendance à pas trop mal manger, s'il mange mal et qu'en plus il est contre-performant, il faut rapidement aller vers les hypothèses d'ulcères, lancer les diagnostics pour essayer d'enquêter au plus près de cette maladie, parce que c'est une maladie qui est sournoise et on peut avoir pendant très longtemps des chevaux qui n'expriment pas leur potentiel, justement à cause de ces ulcères qui sont, comme dit Sophie, silencieux. La science progresse, mais il ne parle pas encore. Hein. Non, nos chevaux. Dernier petit point, voilà, c'est intéressant. Oui, est-ce que c'est grave, docteur? C'est pas toujours simple, mais enfin, il y a des règles de base à respecter que vous connaissez tous, hein, bien sûr. Donc, le mantra pour soigner, alors je me permets de commencer par les traitements médicaux, mais je sais que les traitements environnementaux, l'alimentation, c'est le plus important, et on va en reparler. Hein. Donc, on a vu, c'est cette acidité qui provoque les ulcères. Donc, pour les soigner, pendant la période de traitement, il faut supprimer l'acidité au niveau stomacal. Donc, on a vu tout à l'heure, hein, c'est cette fameuse pompe à protons qui fabrique l'acide chlorhydrique qui arrive dans l'estomac. Donc, on va donner des médicaments qu'on appelle les inhibiteurs de la pompe à protons qui vont bloquer ces pompes à protons, et donc la sécrétion d'acide sera annihilée, et donc l'acidité va disparaître dans l'estomac, et donc les lésions ulcératives vont pouvoir cicatriser. Et puis évidemment, on peut associer ça, notamment pour les ulcères glandulaires, à des pansements gastriques pour protéger ces ulcères. Tout ceci prescrit par notre vétérinaire préféré. Tout à fait. Tout à fait, et en général après une gastroscopie, hein, cet examen dont je vous parlais tout à l'heure, pour aller vraiment visualiser la gravité, la localisation des ulcères et donner le traitement adéquat.
Non, Loïc, si tu veux rajouter un petit mot. Complètement d'accord avec cette partie médicale qui est vraiment à considérer cheval par cheval après un diagnostic. Et je pense qu'on va y venir juste après, mais sur la partie ulcère, il y a aussi les parties environnementales pour essayer de les éviter ou de les prévenir. Parce que là, on est dans une partie après l'incendie, si vous voulez. Les médicaments sont un peu comme un pompier avec une lance à incendie qui viennent éteindre le feu dans l'estomac. Mais l'intérêt pour le partenariat cheval-entraîneur vétérinaire, c'est d'éviter justement que l'incendie se déclare pour ne pas avoir de contre-performance. Donc voilà, pardon. Non, je vous en prie. On peut y venir et puis Loïc, tu pourras développer. Donc l'idée sur des chevaux qui sont susceptibles à ces ulcères, c'est de les laisser se reposer au moins 2 jours par semaine lors des périodes d'entraînement, planifier des périodes régulières de repos et notamment quand ils sont sous traitement anti-ulcéreux, il faut vraiment réduire l'intensité du travail et minimiser les changements de gestion, les situations stressantes. Et puis j'aurais pu commencer par là. On l'a vu au tout départ, le cheval est un herbivore qui devrait vivre dehors. Donc plus on peut les mettre dehors à manger de l'herbe une grande partie de la journée, ou tout au moins les mettre largement au paddock, ça va favoriser la cicatrisation et la prévention des ulcères. Et un dernier petit point qui, je pense, est très important. On a vu, c'est ces liquides acides qui sont au fond de l'estomac, qui vont aller éclabousser les parois lors du travail. Donc il faut absolument que les chevaux ne travaillent pas le ventre vide et leur donner un peu de foin qui va collecter sous ce liquide acide et le permettre de rester au fond de l'estomac. Donc est-ce que ce sont des choses qu'on acquiert avec l'expérience à Antoine? Est-ce que c'est des choses est-ce qu'il y a de l'inné, de l'apprentissage? Quel est ton point de vue sur ces mesures environnementales? Bien souvent, on apprend de nos erreurs. Et il est vrai que souvent les chevaux ulcéreux sont souvent des chevaux qui manquent d'état, et on a bien souvent tous fait un peu l'erreur de dire mon cheval est pas beau, je vais augmenter la nourriture pour qu'il prenne de l'état, et la connerie est là, c'est qu'il faut justement d'abord répartir en plusieurs repas de plus petites doses plutôt que de lui remplir le ventre avec une grosse ration, et bien souvent justement c'est là qu'ils finissent pas et ils se font mal. Et comme nous, ne pas travailler le ventre vide. Je m'en souviendrai. Et voilà, c'est exactement ça, les mesures alimentaires, c'est vraiment le plus important. On a vu, c'est l'amidon qui est l'ennemi de l'estomac, donc on est obligé de leur en donner, mais il faut vraiment minimiser ces quantités d'amidon par jour et par repas. Comme vous le disiez, Antoine, fractionner les apports en plusieurs repas, donner énormément de foin. L'alimentation de base d'un cheval, c'est le foin. On peut rajouter du foin de luzerne qui a un effet protecteur pour les ulcères, et quand on a besoin d'augmenter le niveau énergétique de la ration, plutôt que d'augmenter l'amidon, on peut apporter de l'huile pour enrichir la ration. Donc là on est dans la nutrition. Tu travailles avec un nutritionniste toi, Antoine? Comment tu fais? Oui, j'ai la chance d'avoir un nutritionniste qui est en lien avec mon fournisseur d'aliments, et voilà, tout est pesé, tout est pesé en fonction de chaque cheval. Voilà, il vient régulièrement voir les chevaux, l'état des chevaux, le poil, la matière grasse un peu qu'ils en ressortent, et ils arrivent à peu près à juger le poids de forme du cheval. Donc je vais conclure, puis comme ça après on pourra rediscuter. Donc c'est un syndrome fréquent, ce syndrome ulcératif gastrique. Donc les 2 facteurs de risque clés, c'est bien l'entraînement et l'alimentation. Et attention, comme le disait Loïc, c'est souvent sous-estimé et responsable de contre-performance. Donc après il faut passer par l'étape incontournable de la gastroscopie. Ça coûte cher une gastroscopie. Alors là, je vais me tourner vers Loïc. Ça coûte entre 150 et 200 €. Voilà, pour avoir vraiment l'état des lieux de la vidéo complète de l'intégralité de l'estomac, qui permet à la fois de statuer sur ce qu'on a vu sur les ulcères de la partie haute, donc les ulcères glandulaires, et aussi ce qui est très important, c'est les ulcères non glandulaires, et les ulcères de la sortie de l'estomac, qui sont un peu plus difficiles à diagnostiquer, un peu plus silencieux pour les entraîneurs, et à mon avis aussi très important pour expliquer la contre-performance.
Voilà, donc la pierre angulaire du traitement, c'est toutes ces mesures environnementales et l'alimentation qu'il faut bien repenser. Et après, au niveau du traitement médical, l'idée c'est de supprimer cette acidité gastrique. Voilà, et tout ce que l'on fait, c'est dans le but de rendre compatibles les performances et le bien-être du cheval. Merci pour cette présentation, docteur. Rendre compatibles les performances et le bien-être. Alors on peut passer peut-être 2 heures, mais on les a pas. Mais on est en plein dedans. C'est exactement le sujet, bien sûr, aussi du savoir, de l'intérêt de comprendre tout cela. Est-ce qu'on a des questions, Antoine? Moi, j'avais pas mal de questions, parce que, en toute franchise, je découvre plein de choses. Je suis pas un homme de cheval à la base. Quelles pourraient être les premières questions? Est-ce que ça fait peur déjà, tiens, pour un entraîneur, un cheval qui a... Oui, aujourd'hui ça fait partie des vrais soucis où avec le temps on s'est rendu compte qu'on avait de plus en plus de chevaux qui étaient atteints malheureusement par les ulcères. Et bien souvent, voilà, on a vu des chevaux être très contre-performants, s'arrêter, effectuer différents examens et au final on s'apercevait qu'ils étaient justement contre-performants à cause de ça. Loïc, quelle est la marge de manœuvre qu'on a? Est-ce que c'est sur l'environnement? Est-ce que ce sont sur les mesures environnementales? Clairement, nous on accompagne des professionnels toute la journée et on a une grande conscience de l'accélération des chronomètres, la nécessité d'un travail à la fois intensif et régulier pour avoir des chevaux de haut niveau. Les contraintes, ça soit de place, les contraintes d'espace, les contraintes de vie au box pour le confort du cheval sont assez importantes. Donc on a une partie, évidemment, je suis d'accord avec Sophie, il faut essayer de les mettre au maximum dehors. Et quand vous n'avez pas de paddock avec de l'herbe, s'ils sont dehors, juste au paddock en sable, surtout ne pas négliger qu'ils aient accès au foin en permanence. C'est-à-dire même dans une vie au box, si toute la journée, tout le temps, ils peuvent consommer du foin régulièrement. Alors on commence, c'est de moins. Il y a quelques années, on voyait encore des chevaux qui n'avaient pas de foin parce qu'il ne fallait pas qu'ils aient le gros ventre et tout ça. Donc, mais on en voit beaucoup moins. Donc, l'accès en permanence à quelque chose à manger pour un cheval qui, dans la nature, doit manger 18 heures, c'est très important. C'est la première mesure. Voilà. Sous quelque forme que ce soit, le ballot. Quelque forme que ce soit. Voilà. Il n'y a jamais d'excès de foin. Voilà. Okay. Il y a beaucoup, comme disait Antoine, ce qui est en train de rentrer dans les mœurs, c'est qui est un peu nouveau, c'est qu'avant, quand les chevaux n'étaient pas beaux, on nourrissait plus. Donc on aggravait les ulcères. Aujourd'hui, les entraîneurs commencent à se rendre compte que quand les chevaux ne mangent pas bien les granulés, s'ils ont des ulcères, il faut plutôt nourrir moins, voire beaucoup moins, et surtout beaucoup plus souvent. Voilà. Et donc dans la composition aussi des aliments, il y a une transformation, un bouleversement qui est en train de se faire avec à la fois les connaissances qui s'accumulent et puis les industriels qui sortent des aliments qui sont designé pour les ulcères gastriques, mais en gros le secret, ce qu'a dit Sophie, c'est la luzerne, voilà, l'adjonction de foin de luzerne qui est très riche en calcium, et le calcium est très anti-acide naturellement, donc a un effet quand même très intéressant. Et puis ce que moi j'utilise beaucoup au quotidien en plus comme alimentation, c'est la pulpe de betterave. C'est que les betteraves, c'est en fait c'est assez énergétique et ça contient pas d'amidon, ça contient des fibres solubles et ça permet d'apporter à côté de la matière grasse. Donc en troisième point, l'huile. On a avec ces 3 aliments à essayer de diminuer au maximum la quantité d'amidon dans les rations des chevaux pour limiter au maximum la baisse du pH, donc l'augmentation de l'acide, pour limiter les ulcères. Et c'est vraiment à la fois et le dernier point très important dans l'entraînement du quotidien, c'est de, même le premier lot du matin, s'astreindre à ce qu'il n'aille pas le ventre vide travailler. Voilà, parce que vraiment l'effet captation du liquide acide et l'effet lest dans l'estomac est assez important pour limiter l'explosion des acides partout dans l'estomac. Sophie, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je suis complètement d'accord. C'est vrai qu'il y a vraiment une amélioration des connaissances et des pratiques sur cette prise de conscience que l'amidon est l'ennemi numéro 1 de l'estomac du cheval. Est-ce que ça va en contradiction avec des obligations du quotidien, Antoine, ou est-ce qu'aujourd'hui ça fait partie de la to-do list, de mon planning du jour, que de savoir faire tout ça? Parce que j'entends bien, et vous avez des propositions théoriques, et c'est pour ça qu'on vous écoute et qu'on a besoin de savoir, mais en même temps, au quotidien, les sortir autant qu'on voudrait les sortir, les nourrir autant qu'on voudrait les sortir, avoir les paddocks bien herbés, j'entends bien, mais tout le monde ne peut pas forcément l'avoir. Donc, est-ce qu'il y a des contradictions avec une réorganisation à avoir, de passer, c'était un peu la facilité d'avoir 2 repas par jour, de passer à 3 repas,
Aujourd'hui, on a un système de course où on court à différents horaires. On va avoir des chevaux qui vont courir à 11h le matin ou à 11h le soir. Donc voilà, on s'inspire aussi de... Moi, personnellement, je m'inspire du monde sportif. Voilà, un sportif, il va manger tant d'heures avant une course. Je sais que moi, c'est pareil. On ne mange pas tous à la même heure. Un cheval qui va courir à 18h30, eh ben, il ne va pas manger à midi. On calcule le repas est prescrit en fonction de l'heure de la course pour qu'il puisse arriver avec tout ce qu'il faut. Vous recommandez ça, par exemple, le principe de la collation, comme on connaît dans les sportifs de haut niveau? Je recommande pour les camions, surtout sur ceux qui ont des grands transports, voilà, de bien laisser accès au fourrage pendant le transport, parce qu'il y a un effet quand même préventif du stress, voilà, déjà le déplacement, le fait de changer d'endroit. Il y a des chevaux qui sont très calmes, d'autres qui sont un peu anxieux. Déjà le fait de manger détend les chevaux déjà dans le transport, ça leur évite de faire course dans le camion, et puis ça tamponne l'estomac tranquillement. Je dis pas de donner des grands repas, mais juste de donner un peu d'accès au fourrage pendant le transport, voilà. Et oui, moi je prescris assez facilement des collations à l'arrivée aux courses, surtout quand on a eu des grands déplacements. Et alors, tu mouilles ton foin ou c'est la question? Parce qu'après, on a les problèmes respiratoires. Alors, dans une vie rêvée, évidemment, on utilise le maximum de foin dépoussiéré ou de foin mouillé ou de foin sous forme d'enrubanné pour limiter les poussières. Mais si on veut déjà sécuriser la partie gastrique, déjà, c'est de l'accès régulier aux aliments. Voilà, c'est vraiment la clé du cheval qui doit manger pas beaucoup, très longtemps. Voilà. Et j'utilise aussi... dans les transports et même au box, les chevaux qui mangent très vite et qui, pour les occuper plus longtemps, j'utilise des feeders qui, même pour les granulés, leur permet de manger tout doucement et d'étaler la prise de granulés. Et ça a quand même un effet sur le comportement, sur le stress, sur l'alimentation, qui me paraît aussi intéressant dans la gestion. Parce qu'on n'a pas trop parlé du facteur stress, mais tous les entraîneurs savent bien que les chevaux qui font des ulcères sont aussi des chevaux qui ont tendance à être beaucoup plus stressés. Dans l'inconscient collectif, moi le BA que je suis, tout de suite je pense ulcère, stress. Quoi. Ça me paraît totalement il y a aussi totalement connecté. Aussi trouver des moyens pour détendre les chevaux. Voilà. Mais même pour qu'ils courent bien, en fait, ces chevaux stressés, on doit trouver les entraîneurs travaillent tous les jours pour essayer de les calmer, de les détendre. Et l'alimentation fait partie d'un très bon moyen de se détendre. Pour se détendre, il y a également la lecture de notre journal quotidien et il y a, pourquoi pas, de découvrir nos équirencontres. Merci beaucoup. Le mot de la fin peut-être pour vous, docteur? Et ben voilà, se souvenir que le cheval, c'est un herbivore qui mange logiquement toute la journée, qui salive et donc respectons la physiologie de nos chevaux. Merci de nous avoir suivis dans ces équirencontres. Merci à vous, docteur, Sophie. Merci beaucoup, Loïc. Merci, Antoine, de ce témoignage et des questions pour en apprendre plus. Merci de nous avoir suivis pour ces équirencontres. Un prochain rendez-vous, on évoquera cette fois la résistance aux vermifuges pour les jeunes poulains et pouliches, pour nos petits poulains et nos petites pouliches dans les prés. Merci à tous. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous des équirencontres.